Des fois, j'ai du mal à y croire. 1500 ventes le mois de décembre. Que Amazon pouvait fermer mon compte, je vais laisser tomber. C'est vraiment pas facile. J'avais toujours ta petite voix là. Je dirais que c'est vraiment ça, le choix de la niche, bonne couverture. C'est jamais rentable en fait. Parce que j'ai perdu beaucoup d'argent. Ne pas lâcher. Quand on veut, on se donne les moyens. C'est pas seulement un revenu passif dans un seul livre, la moitié de mon salaire annuel. Ouais, merci pour ton aide. Salut Ben, merci d'être avec moi aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Salut Jérémy. Écoute, ça me fait plaisir que tu sois là. Alors, pour ceux qui sont habitués à ma chaîne YouTube, ils t'ont déjà vu une fois. Je te représente en une ligne, mais certains te reconnaîtront. Ben, tu es un membre de ma formation. Alors, tu reviendras dessus si tu le souhaites, mais ça fait à peu près un an du coup qu'on échange parce que tu es dans mon programme. Et il y a quelques mois, tu es venu sur la chaîne et je t'ai coaché pendant une heure. C'est des choses des fois que je fais avec les membres de ma formation. Et depuis, tu as des résultats qui ont explosé. Donc, avec la formation et une heure de coaching simplement, tu as des résultats qui ont explosé. Et du coup, je trouve que c'était intéressant que tu viennes témoigner sur ma chaîne pour qu'on voie un peu cette évolution. Et voilà, les choses peut-être que tu as fait différemment depuis les quelques mois derniers. Et tu pourras nous partager tes techniques et tes astuces. Donc, merci d'être présent aujourd'hui. C'est bon, bah merci à toi. Du coup, eh beh, écoute, je propose que, tout simplement, tu nous expliques un petit peu, si tu es d'accord, comment tu es arrivé sur Amazon KDP, peut-être le avant, tu vois? Peut-être si c'est intéressant, jusqu'à la partie où tu découvres Amazon KDP. Comment tu découvres ce business, pourquoi et cetera? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Yes, OK. Alors comment, peut-être pour, juste un petit truc, sur moi, c'est que je suis, salarié, je travaille, en informatique, dev senior. Puis je pense que c'est début 2024 où j'ai commencé à réfléchir plus à en mode, avoir un complément, enfin un revenu passif en fait. C'est vraiment tout début 2024. Et puis j'ai cherché beaucoup plutôt, immobilier, tout ça. J'avais même des procédures quand même assez avancées là-dedans. Finalement, ça a pas pu se faire et puis je me suis dit: «Il faut vraiment que je trouve quelque chose, qui puisse rapporter un complément quoi». En mode complément de revenus et business, passif. Et j'ai entendu parler il y a longtemps de tout ce qui est business sur Internet, business en ligne. Ça fait 15 ans, quoi. Je connaissais des gens qui faisaient ça et tout. Puis j'ai pas plus suivi depuis. Je savais pas trop qu'est-ce qui pouvait se faire. Je sais qu'il y avait l'affiliation et tout, mais ça me parlait pas trop. Puis j'ai cherché, en fait, je pense que ça devait être quelque chose comme mars-avril 2024. Et j'ai cherché dans la rédaction web, mais j'ai vu que c'était pas très passif. Puis c'était pas très intéressant ce que ça rapportait. Et honnêtement, je sais pas comment je suis arrivé à un moment donné sur un YouTube. Alors soit c'était toi, soit quelqu'un d'autre, mais je suis arrivé, tiens, on m'a parlé de KDP. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et là, à partir du moment où j'ai commencé, je pense que j'ai scruté tout Internet KDP, tout le YouTube KDP, français, international, donc beaucoup en anglais aussi. En fait, je me suis pas mal formé comme ça, un peu à ma façon. Voilà, mais pas mal de tes vidéos aussi, je sais que ça m'a beaucoup appris. C'est comme ça que je suis tombé dedans. OK. Puis à partir du moment où je suis rentré dedans, je me suis mis à fond dedans, quoi. Donc C'est ça, ça. c'était à peu près, à quelle époque quand vraiment tu découvres Amazon KDP en 2024, mais Ouais, à quelle date? 2024, je pense premier livre que j'ai commencé, c'est avril-mai. J'ai publié OK. en mai le premier, ouais. OK, tu sors tes 1 livres à ce moment-là. Ouais. Et je reviens, un petit peu avant, donc tu disais, toi, ton objectif sur Amazon, c'était plutôt d'avoir un complément de revenus au début, c'était ça que tu avais en idée? Ouais, au début, puis après j'ai réalisé que il y avait beaucoup plus de potentiel que ça, puis le business model, je trouvais ça intéressant en fait, de se dire que tu peux vraiment avoir quelque chose de passif, enfin, semi-passif comme on dit, mais où ça tourne un peu tout seul et puis, à côté de ça, ça te libère du temps parce que moi ce que je cherche à acheter beaucoup, c'est le temps. Quand on est salarié, c'est ce qu'on n'a pas forcément, puis on a des contraintes aussi, autres, quoi. Donc moi, finalement, c'est arrivé comme ça que, je me suis dit: «C'est pas seulement un revenu passif, mais en fait, ça peut remplacer mon revenu, ça peut
faire beaucoup de bien à toute ma famille aussi. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis mis à le prendre et à me dire, mais en fait, mon objectif, c'est d'avoir des gros objectifs, en fait, d'atteindre des gros revenus pour remplacer mon salaire actuel et même plus, quoi. Voilà. OK, génial. Alors c'est vrai que souvent quand on découvre Amazon KDP, on se dit: «Bah, avec ça, je vais pouvoir gagner, 100 €, 200 €, 300 €», puis plus on creuse, plus on se dit: «Mais en fait, c'est dingue et je peux faire des beaucoup plus». OK, Mm. génial, merci pour ton partage. Du coup, tu nous disais vers avril, tu publies, ton premier livre. Comment ça Ouais. se passe? Yes. Alors, en fait, mon premier livre, c'est un livre du domaine public. Je sais pas, j'avais vu quelqu'un qui parlait de ça. Je me suis dit, je vais essayer. Puis, je pense que j'en ai publié un autre aussi à peu près à cette période, en mai aussi, mai-juin. Et il se passe rien. Au début, il se passe rien. Puis, j'ai pas fait de pub. En plus, je pense que j'avais aucune formation sur les pubs, aucune idée sur les pubs là. Puis tout d'un coup, je commence à voir fin juin, début juillet, pouf, pouf, j'ai des ventes qui arrivent sur le livre de domaine public OK, et qui a finalement, il est quasiment passé dans le top 1 ou 2 de ce titre-là. OK. Au final, l'histoire courte, j'ai fini par le dépublier parce que je trouvais que j'avais un petit peu j'avais dit qu'il y avait un peu une bibliographie de l'auteur, explication historique et tout. Et j'avais fait ça avec l'IA, parce que je découvrais l'IA aussi, puis c'était un peu vite fait, quoi. C'était un peu Mmh. trop rapide, et puis c'était juste 2 pages. Et quand j'ai OK. appris que Amazon pouvait fermer mon compte si j'étais pas sérieux, là, j'ai dit, puis je voulais pas arnaquer les clients. Donc j'ai dit, je vais le dépublier, et je vais laisser tout ce qui est domaine public, je laisse de côté. Voilà. Mais OK. celui-là, il m'a fait des ventes sans avoir mis un centime de pub, quoi. Donc c'est pas mal. OK. Alors pour ceux qui nous suivent, c'est vrai qu'on peut publier sur Amazon nos propres livres, mais aussi des livres finalement qu'on n'a pas écrits, donc des livres qui sont du domaine public, donc finalement que tout le monde peut publier. Mais Amazon a des règles en fait, hein, pour publier ce genre d'ouvrage, c'est qu'ils doivent soit être traduits dans une nouvelle langue, soit être modifiés, soit enrichis avec du texte, des questions, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça peut être des fois un peu dangereux parce que, bah, on sait pas combien on doit rajouter de pages. Là, tu en avais rajouté 2, mais est-ce qu'on doit en rajouter 10? Est-ce qu'on doit en rajouter 5? Est-ce qu'on doit en rajouter 100? C'est toujours un petit peu risqué. Donc, OK, tu changes de stratégie et ensuite cette évolution, donc tu avais fait quand même tes premières ventes, même Mmh. sans publicité. Comment ça évolue? Je pense que rapidement, finalement, on va arriver où tu rejoins, ma formation. Est-ce que Ouais. tu peux nous parler de pourquoi peut-être tu as rejoint ma formation? Ouais, en fait, entre-temps, je pense que j'ai fait, ça fait partie des erreurs. Je pense que j'avais BookBeam à ce moment-là. Puis je regarde un peu les niches et tout ça, puis je vois les livres de coloriage. Je vois aussi des niches où, en fait, je pense que j'avais pas assez les notions de chiffres qu'il fallait avoir en termes enfin, de BSR. Je pense que tu expliqueras pour ceux qui connaissent pas. Donc de classement des ventes Amazon et tout. Puis je pense que je ciblais des trucs pas assez intéressants. Ou alors sur la recherche de niche, des choses un petit peu, comment dire, voilà, il y avait pas assez il y avait trop de concurrence et le revenu n'était pas intéressant en fait, la marge n'était pas intéressante. Et du coup, j'ai été à fond dans les coloriages là. C'était le moment Coco Wayo là aux États-Unis, ça Mmh. fonctionnait à fond. Donc j'ai essayé des choses et puis là j'ai commencé à dépenser de la pub. Bon, c'était pas non plus énorme, mais pour le moment, pour moi, c'était quand même pas mal et sans résultat en fait. Donc j'étais un peu déçu quoi. Et puis je sais pas, je pense que tu as proposé un challenge début septembre 2024 pour la période des fêtes là, le Q4. Et puis du coup, j'ai participé au challenge et là, ça m'a donné pas mal de clés et c'est suite à ça que j'ai rejoint ta formation. OK. Je pense que la décision s'est prise en 1 minute. J'ai dit, si je veux, il faut que j'investisse, si je veux aller plus loin, si je suis sérieux dans le business, là, il faut quand même faut que je comprenne cette histoire de pub, il faut que je sache quel livre publier, il faut que je sois accompagné.
Donc, ben, j'ai sorti la carte et j'ai OK. dit: «Allez, c'est parti, quoi». Voilà. OK, ouais, donc tu sentais qu'il te manquait, quelque chose pour aller plus loin. Ouais, Alors tu as clairement. raison quand tu dis, le fait d'être sérieux, c'est vrai qu'on peut le faire, chez soi en se formant sur YouTube et cetera, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations. Mmh, Mais c'est vrai que finalement, bah, on veut faire un nouveau métier, en plus qui demande pas mal de compétences et du coup, c'est si on ne se ça. forme pas complètement, c'est assez difficile d'exploser comme tu as pu le faire. Ouais. OK. Nous, après, donc, tu as continué à travailler sur Amazon KDP, tu as commencé un petit peu à avoir des résultats, et on s'est vu, je crois, vers juin où, du coup, tu es venu sur la chaîne YouTube et on a filmé, une séance de coaching. Tu avais encore là des difficultés, on avait regardé un peu tes pubs et cetera Ouais. et très rapidement après, tes résultats, ils ont explosé. Est-ce que tu peux, alors peut-être nous dire comment ces résultats, ils ont évolué Mmh et mh. surtout, selon toi, qu'est-ce qui a fait que, bah, tes résultats finalement, ils passent alors peut-être que tu peux nous donner les chiffres ou un ordre de grandeur, mais qu'est-ce que fait Mmh. tes résultats, ils sont passés de quelques centaines d'euros, si je dis pas de bêtises, à Ouais. un multiple, bien plus important? Ben, en fait, pour revenir un petit peu avant juin, pour dire un peu le Q4 de 2024, j'avais publié plusieurs livres. En fait, j'étais on avait je dis «je», mais j'étais avec mon beau-frère, on a travaillé un peu ensemble, on a fait des livres et c'était une bonne collaboration. Puis surtout, on a fait un livre qui aux États-Unis, qui a commencé à bien fonctionner. Puis sur décembre, on était en positif. Bon, après, si on regarde tout, novembre et tout, c'était pas le cas. Mais rien que ce livre, il avait fait 1500 ventes, je crois, sur le mois de décembre. Et pour nous, c'était énorme, quoi, de voir ça. Et puis en fait, tout de suite après, parce que finalement, il y avait que ce livre quasiment qui a fonctionné. Les autres, ils n'étaient pas assez rentables. Puis en fait, janvier, ben, c'est un peu plus creux et tout. Et finalement, de janvier à juin, c'est pas, ça vendait, ça a vendu, mais les pubs, elles n'ont jamais été rentables parce que, encore une fois, la marge n'est pas assez intéressante aux États-Unis. Les coûts de pub sont assez élevés. Je pense que le seul mois où ça a bien fonctionné, c'était avril, puisque c'est Pâques. Et puis, c'était un livre pour enfants, donc ça fonctionne bien. Mais c'est vrai que je suis arrivé, quand tu as proposé le coaching, là, je me suis dit, ça peut être pas mal parce que je suis un peu bloqué avec cette histoire de pub. À chaque fois, faut que je dompte la machine. Je dis, je comprends pas, il y a quelque chose où c'est jamais rentable, en fait. Tout ce que je fais, j'essaye et tout, mais j'arrive pas à être rentable. Donc, tu m'as coaché là en juin. Ça a aidé à ce que je perde moins d'argent, on va dire. Et puis finalement, même pour dire tout sur ce livre-là, j'ai fini par prendre une agence. Puis même là, ils n'ont même pas réussi à le rendre vraiment intéressant. Donc j'ai arrêté en fait. Puis ce livre, je le laisse tourner tout seul sur YouTube maintenant. Il fait des ventes toujours, mais bon. Mais commence à exploser ensuite. En fait, je pense que c'est le choix. C'est tout un processus. C'est tout le long de l'année, c'est les échecs qui, comme on dit, trust the process, quoi. Chaque échec, en fait, j'ai appris quelque chose. Puis je me suis réorienté, j'ai réajusté des choses. Et je pense que c'est surtout se dire que d'aller publier peut-être dans des niches où c'est plus compliqué à faire, donc il y a plus de barrières à l'entrée, il y a plus de marge, et d'apporter quelque chose de vraiment nouveau et novateur. Voilà. Je pense que c'est ça, et j'ai eu déjà des bons résultats sur un livre pendant l'été. Et puis déjà depuis genre mars, je prévoyais celui que j'allais publier pour la période Q4. C'est celui-là qui a vraiment fonctionné. Je dirais que c'est vraiment ça, le choix de la niche. Ce qu'on apporte en plus, en fait, se dire comment on peut amener un concept ou une idée plus loin. Pour moi, c'est ça qui a beaucoup changé. Et puis sur la pub, j'avais toujours ta petite voix là, quelque part, c'est de pas mettre plus de 50 centimes en enchère, attention à ça et tout. Et puis au début, je me disais, c'est pas possible parce que j'avais l'expérience des États-Unis et tout. Et c'est vrai que j'ai essayé autant que j'ai pu de m'en tenir à ça. Et puis, j'avais quelques enchères qui étaient un peu au-dessus, mais
quand j'ai osé mettre plus, c'est que je savais que ça rapportait beaucoup plus derrière. Donc ça, c'est vraiment dans l'ajustement, mais j'ai essayé de m'en tenir à ça, à être en dessous de 50 centimes. Et même comme ça, en fait, vu le nombre de clics, les dépenses sont faramineuses quand même. Donc heureusement que j'ai pas mis plus. Voilà. Ouais. Alors, c'est vrai que quand on a après des mots-clés qui fonctionnent bien, qui ont un beau taux de conversion, on peut se permettre de mettre des enchères plus hautes. Mais Mm. effectivement, tu as raison, moi, c'est ce que je préconise. Je préconise plutôt des enchères relativement basses. Moi, la plupart de mes enchères, elles sont autour de 30 centimes. Et quand je vois des personnes qui mettent des enchères à 80 centimes, forcément, c'est beaucoup plus compliqué d'être rentable parce qu'il faut faire 3 fois moins de clics pour avoir de la rentabilité, quoi. C'est ça. OK, donc finalement, si je résume, selon toi, ce qui t'a permis de réussir, c'est une niche à fort potentiel et en te différenciant des concurrents. Ouais. OK. Alors, il y a selon moi un autre petit truc. Tu l'as un petit peu évoqué, parce que du coup, Benjamin, tu es canadien et du coup, tu as fait beaucoup de livres sur le marché américain, qui est un Mm. marché beaucoup plus difficile, où il faut des enchères aussi plus hautes, et cetera. Et petit à petit, tu t'es réorienté sur le Mm. marché Ouais. français. Ouais, je Et précise, je suis français. Je suis français, mais c'est vrai que je vis au Québec là, depuis 4 ans. J'ai peut-être des relents d'accent là des fois. Mais c'est ça, donc en fait, c'est vrai que je me suis dit, au bout d'un moment, ben, les États-Unis, c'est super intéressant parce que je regarde beaucoup des vidéos YouTube, j'écoute les gens qui publient aux États-Unis, puis il y a pas mal de... Je pense que c'est intéressant de connaître parce que c'est différent, puis savoir qu'est-ce qu'il faut publier et tout. Mais je me dis, peut-être qu'il faut être plus armé, plus prêt en fait. Ce sera peut-être une étape après, mais je me suis toujours dit, je vais peut-être y revenir. Mais voilà, la France, c'est quand même un marché beaucoup moins concurrentiel. Et puis, ben, avec ton expérience, plus toute la communauté, je pense qu'il y a quand même pas mal de clés pour y arriver. Voilà, donc pour moi, c'est vrai que ça a été un aspect, là, se dire je vais sur la France, et puis au moins je vais plus maîtriser mes dépenses pub, quoi. Voilà. ouais. Ouais, ouais, tu as tout à fait raison, hein. Le marché, américain, c'est un énorme marché, donc si on arrive à se référencer, bah, c'est énorme, c'est génial. Par contre, c'est beaucoup Mm. plus dur et c'est vrai que moi, je conseille personnellement d'aller sur le marché où on maîtrise le mieux et souvent, bah, on est français et donc on, publie, en France. Effectivement, c'est Ouais, aussi c'est ça. ce que je t'avais conseillé à l'époque. Ouais. Hem, Ouais. Et quand c'est pas notre langue maternelle, parce que je vois, moi je peux dire un peu, si tu me permets, Vas-y. mais là où j'ai un livre qui a cartonné, il a cartonné en France, mais aussi, surtout en Angleterre, moins aux États-Unis, mais quand même. Puis en fait, avec le recul, ce que je vois, c'est que moi, je pensais qu'ils étaient bons pour ce marché-là, mais en fait, il y a plein de petites choses que, même si je pense que j'ai progressé en anglais et que je pensais que l'IA était bonne en anglais, mais il y a des petites subtilités des fois que moi, je ne suis pas capable de voir. Et en fait, ça, c'est un truc à apprendre, faire mieux, faire une relecture par un anglophone. Mais c'est sûr que ben, en France, on maîtrise notre langue, donc on sait un petit peu quand est-ce qu'on a mal exprimé quelque chose. Quoi. Donc, Mmh. ouais. Et en fait, là, je te rejoins après sur plein de micro détails où tu vas être moins à l'aise, par exemple, pour trouver des mots-clés, pour trouver un bon titre percutant, même si effectivement l'IA peut t'aider, un traducteur peut t'aider, mais en fait, ces Mm, micro détails, qui mm, sont vraiment liés à notre expérience, eh ouais, bien, tout ça, ça va s'ajouter. À la fin, souvent, ça va faire un livre qui va c'est ça. fonctionner plus difficilement en plus, ouais. Alors, on voit même quand il y a des étrangers qui publient en France, des fois on sent les petites choses là qui font non, mais lui, il n'a pas compris. Il n'a pas Ouais. le bon terme exact. Quoi. Mmh, tout à fait. Est-ce que tu peux, nous dire un petit peu plus sur tes résultats? Alors au moment où on tourne cette vidéo, on est, en décembre, donc le Q4 est pas fini, mais tu as eu des revenus qui ont bien évolué l'été et puis après qui ont explosé, septembre, octobre, novembre, décembre. Est-ce que Mhm. tu peux nous en parler, un petit peu plus? Ouais, ouais, avec plaisir. C'est un peu fou. Des fois, j'ai du mal à y croire, mais finalement, bah, je donne un ordre de grandeur. Je pense que j'ai vendu depuis septembre 13 000 exemplaires d'un seul livre, français en anglais.
enfin, du coup, 2 livres. Mais bon. Et puis, en fait, ça représente en revenus vraiment en net, quoi, en bénéfice, ça représente pour moi la moitié de mon salaire annuel, même un peu plus. Donc, c'est vraiment énorme. Bon, je m'étais donné des gros objectifs, puis je savais pas trop si j'allais les atteindre. Et finalement, je pense que je suis entre ma fourchette basse et ma fourchette haute. Donc, c'est vraiment une bonne surprise. Voilà. Ouais. Top. Félicitations pour ces résultats. Du coup, tu as pas mal évolué en un an. Est-ce que Ouais. tu as des choses sur ta manière de travailler qui ont changé? Je sais pas, sur de la recherche de niche ou sur de l'organisation, des choses que tu as modifiées, qui t'ont permis Mhm. aussi d'avoir des meilleurs résultats? Ouais, qu'est-ce que je peux dire? Peut-être passer plus de temps à rechercher la niche, à savoir exactement quel livre je veux sortir, quelle niche, quel concept et tout. Passer plus de temps à ça que parfois à la réalisation. Je dirais, je pense que c'est quelque chose que je veux développer encore plus, que j'ai commencé à faire, mais c'est aussi déléguer certaines tâches. Oser en fait des fois se dire, bon, je vais avoir une petite dépense, mais encore une fois, la dépense, elle peut être vraiment maîtrisée. Des fois, on pense que c'est des fortunes, mais pas forcément. Je peux dépenser un peu pour avoir une bonne couverture, pour avoir un intérieur qui est plus joli, et puis pour, par exemple, la relecture aussi, je pense que c'est important, des bêta-lecteurs, etc. Enfin, des fois, si, on n'est pas obligé de payer pour ça, mais dans mon esprit, c'est ça, c'est des choses qui ont pu changer dans ma façon de faire. Puis être peut-être plus rigoureux, c'est ça, se dire que de mon point de vue, des fois, c'est bon, et j'ai envie de le sortir vite. Et puis finalement, je vais refaire des retouches pendant qu'il est en train d'être publié. Et ça, si quelqu'un le lit entre-temps, c'est pas bon. Et autre chose, j'avais oublié, et ça c'est important, c'est sur les dates de publication. Je pense que c'est quelque chose je pense dans le coaching, on en avait parlé d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui change tout parce que euh, je pense qu'avant, je voyais un livre qui se met à fonctionner et tout de suite, je me dis, il faut que je fasse le même. Sauf que c'était trop tard. J'aurais dû penser à ça 1 ou 2 mois avant. Donc, j'avais pas assez analysé en avance. Bon, c'est peut-être normal quand on commence, mais du coup, c'est ça, c'est se dire, OK, si prévoir mon planning de publication bien en avance, c'est quelque chose que tu m'as beaucoup appris là-dessus. Là. Pouvoir anticiper, pouvoir publier au moment où les ventes commencent à monter pour les concurrents, se dire c'est le moment de publier. Euh, c'est ça, donc vraiment pas être dans la réaction, mais plutôt être dans l'anticipation. Quoi. Ouais. Moi, je suis 100% d'accord, effectivement, avec toi. Quand tu dis, effectivement, les dates de publication, souvent, c'est sous-estimé. On se dit, bah, mon livre, je le publie n'importe quand. Et en fait, il y a toujours un endroit qui est plus propice. Et pour Ouais, publier au meilleur moment, il faut s'organiser. c'est OK. ça, parce que sinon, en fait, c'est les dépenses. Moi, le problème, c'était que les dépenses pub étaient énormes. Ça aurait pu être intéressant, mais le temps qu'ils deviennent rentables, bah, c'est déjà là. Par exemple, si c'est saisonnier, là, ça devenait plus intéressant parce qu'au moment où ça pouvait être intéressant, c'est la fin de la saison. J'ai pas eu le temps d'être rentable. Ouais, le temps que ton livre se référence, et cetera, faut du temps, hein, ouais. OK. Et en plus, après, c'est ce que tu disais souvent quand on fait ça, parce que moi, je l'ai vécu aussi, à mes débuts, bah, du coup, Mm, on est obligé de faire le livre rapidement et finalement de faire un truc qui est pas totalement abouti et c'est ce que tu disais. Après, on fait des mises à jour et cetera. exact, OK. ouais. Tu parlais, de la niche tout à l'heure, tu disais qu'elle était très, importante. Est-ce que tu as une Mm. technique, pour trouver des niches, un point qui te semble intéressant à partager aujourd'hui? Ok, je trouve que c'est la partie la plus compliquée là. Moi, j'aimerais avoir un outil où tu cliques, ça te propose des niches. Je trouve que c'est vraiment pas facile. C'est beaucoup aller scruter Amazon, les top 100 des différents pays. Je t'applique toutes les techniques, puis des catégories et tout ça. Euh, mais la technique, pour moi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est en fait c'est développé à force de regarder.
tu développes un peu ton regard. Tu as des choses que tu vois, des tendances, des thèmes et tout ça. Et ça, j'ai l'impression que ça commence à rentrer, mais c'est ça, il faut vraiment le faire régulièrement. J'ai pas de technique secrète, mais je pense que, bah, comme je disais, quand je vais rechercher maintenant, idéalement, je vais regarder que ce soit des livres qui rapportent quand même une marge intéressante. C'est les choses que je vais regarder. Et puis, qu'il n'y ait pas une concurrence qui soit pas. Enfin, la concurrence, moi, je ne le vois pas comme un chiffre, je vois plus comme la qualité de la concurrence, en fait. Donc, si en fait, il y a peut-être 10 000 résultats, mais il n'y a que trois concurrents sérieux, je me dis c'est peut-être faisable. Parce que des fois, il y a beaucoup de concurrents, mais enfin, le chiffre me dit 10 000, il y en a qui n'ont rien à voir. Puis il y en a qui ont quand même à voir avec la niche, mais ils font des. Voilà, on voit que c'est pas de la qualité, qu'ils ont essayé des choses, mais que c'est pas ça. Donc c'est un peu ce que je regarde et qui est, c'est ça, bah, qui est des livres. Je vise quand même qu'il y ait des livres qui se classent très bien. Puis voilà, ouais, c'est ça. Ouais. OK, OK. Très intéressant. Il y a un autre truc qu'on n'a pas évoqué encore et pourtant que je trouve très important, c'est les couvertures. Tu t'en as pas parlé. Et pourtant, je sais que ta couverture était très belle. En fait, ce qui se passe dans la formation, c'est qu'il y a les personnes de la formation, ils ont mon numéro, personnel et donc mon numéro WhatsApp et souvent, eh bien, Ouais, on m'envoie les couvertures et cetera. Je fais des retours et du coup, quand tu m'avais envoyé ta couverture, je me rappelle que, bah, tout de suite, voilà, pour moi, c'était une très bonne idée de niche, mais aussi de couverture. Elle était très belle. ouais. Est-ce que tu as des techniques, du coup, pour, réussir à faire une bonne couverture? Ou Ouais, comment toi tu as fait ces belles couvertures? c'est marrant pour la petite anecdote parce que pour moi, moi j'ai beaucoup axé sur le concept et tout. J'ai dit, ouais, j'ai un concept, je savais que ça allait fonctionner et tout. Et puis, quand ça a fonctionné, tu m'as dit, ouais, bravo pour ta couverture. Et moi, j'ai dit, mais dans ma tête, c'était, bah non, c'est pas la couverture, c'est le concept et tout. Puis en fait, même plusieurs m'ont dit, ouais, la couverture et tout. Donc, en fait, c'est un ensemble, c'est vrai. Et puis, je pense que j'avais négligé cet aspect où la couverture, ça, c'est vraiment important, c'est attrayant. Alors pour les couvertures, euh, alors c'est moi je suis pas du tout graphiste, je suis pas bon trop là-dedans et tout pour faire, mais en regardant, euh, ouais, je pense que j'ai compris les codes un peu il faut que ton titre soit bien visible et tout ça, il faut les contrastes de couleurs et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer, mais je fais rarement moi-même, ou alors je fais des modifs peut-être après moi-même. Mais du coup, souvent, ben, je travaillais avec mon beau-frère, il faisait pas mal de couvertures. Je prends aussi des prestataires comme ça. Et pour moi, en fait, je donne un peu la direction parce que je sais ce que je veux, mais c'est bizarre à dire, mais j'ai une idée de ce que je veux, mais je ne sais pas le matérialiser, le faire. Mmh. Donc j'ai besoin que quelqu'un me fasse un premier jet. Des fois même une partie avec l'IA, au moins sur le texte, savoir la police que je veux et tout. Et après, il faut qu'il y ait quelqu'un qui mette tout ça ensemble. Et même là, après, des fois, comme je disais, je peux remodifier. Et une des techniques, je pense, qui est souvent utilisée, c'est que bah, c'est ça, j'essaye de mettre, je prends sur Canva, là, je prends les couvertures de la niche, je fais des petites miniatures, je les mets dans une page et je mets la mienne à côté et je regarde si elle ressort ou pas. Puis si elle va dans le thème, si elle se différencie pas, si elle n'est pas trop à côté de la plaque. Donc voilà, c'est un peu ce que j'essaye de faire. Mais je trouve que c'est vraiment un aspect à pas négliger qui peut prendre beaucoup de temps. Je suis jamais content en fait au début, donc je travaille, je retravaille, je me dis ça c'est pas bon, il faut que ça ressorte plus, les couleurs, tout ça, jusqu'à arriver au truc où on dit waouh, c'est bon, c'est ça quoi. Mais ça prend du temps, c'est jamais du premier coup. Je trouve. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, hein. Ça prend du temps, il faut revenir dessus un jour après, 2 jours après, une semaine après, un mois après C'est pour que ça. notre cerveau il ait pris du recul et qu'on soit plus objectif. Et La puis petite les avis technique des autres aussi, ouais. mmh, la petite technique que tu évoquais, si j'ai compris, c'est tu prends un screen de Amazon et tu remplaces, une couverture concurrente par la tienne pour voir si elle se démarque, c'est ça?
Ouais, plus ou moins. Enfin, j'aimerais bien pouvoir faire ça direct sur Amazon. Je devrais chercher comment faire, mais ouais, c'est même pas ça. Je prends chaque miniature, je copie l'image, je prends une capture d'écran de chaque couverture, je colle dans Ah, et tu Canva. les compares juste comme ça. J'en colle plusieurs comme ça, puis je mets la mienne après. Parce que dans la formation, je ne sais pas si tu te rappelles, je montre, en fait, moi, je prends un screen de Amazon, Ouais, tu remplaces. je le Ok. mets sur Canva et je remplace juste une des couvertures par la mienne, tu Ouais. vois, pour voir la différence avec les autres. Ouais, c'est un Mais peu OK, la même. ouais, Quasiment la ça même ça chose. ça ressemble un peu, ouais, ouais. Ouais. OK, merci pour le partage. Mais oui, quelque chose de très important, les couvertures. Alors effectivement, ton concept était intéressant parce que tu te démarquais des concurrents, parce que tu arrives dans une niche quand même où il y a des concurrents, à Mhm. forte demande, une niche à forte demande, mais où il y a des concurrents. Donc il faut trouver un moyen de se démarquer grâce à ton concept. Mais Ouais. clairement, ta couverture, c'est la plus belle de la niche et c'est aussi, en grande partie, ouais, une réussite, grâce à ça. Tu as dit que, bah, au début, tu avais, dépensé de l'argent en publicité, que tu étais, pas tout à fait rentable. Après, tu as un petit peu délégué des choses et cetera. Est-ce que tu as fait des erreurs qui t'ont fait perdre de l'argent et où maintenant tu te dis: «Ça, je le referai plus ou je le ferai différemment»? Est-ce que tu es arrivé à cibler des erreurs comme ça pour pas que, bah, que la communauté le reproduise? Ouais, c'est un gros sujet parce que j'ai perdu beaucoup d'argent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je vois que avec le recul, finalement, j'ai rien perdu parce que tout ce que j'ai dépensé depuis le début, c'est des choses que j'ai appris, même les erreurs. Finalement, j'ai tout, enfin, avec les revenus que j'ai fait dernièrement, finalement, j'ai tout payé, quoi. Mais c'est vrai que la première année, la première déclaration d'impôt, là, ça a fait un peu mal. Mais les erreurs que j'ai fait au tout début, surtout, j'y réfléchissais. Euh, mais c'est compliqué parce que c'est pas seulement. Déjà, il faut comprendre comment ça fonctionne, les pubs. Ça prend du temps. Donc, je pense que j'ai beaucoup regardé des modules de formation sur la pub. J'en ai regardé de partout. Je me suis beaucoup renseigné. Je t'ai posé beaucoup de questions. Et finalement, ça, c'est une chose, c'est comprendre comment ça fonctionne, les différents types de pubs, les enchères qu'on peut mettre, à quel niveau il faut qu'on se place, les accosts, tout ça. Bon, bref, comprendre toute la machine. Maintenant, j'ai l'impression de la comprendre, mais j'ai l'impression que c'est aussi, au-delà de ça, c'est comprendre tout le business. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'au début, je pense que j'ai des livres, peut-être qu'ils auraient pu fonctionner, mais peut-être que j'ai arrêté la pub trop tôt parce que j'avais peur, je dépensais trop et je voyais pas encore la rentabilité. Alors que peut-être que j'aurais attendu 15 jours de plus et j'aurais eu la rentabilité. Ou alors inversement, peut-être que je dépensais trop à un endroit où il n'y avait pas de potentiel, où j'ai mis trop, j'ai trop forcé en fait la machine en mettant des enchères trop hautes et je savais pas en fait à quel moment il fallait ralentir, à quel moment il fallait arrêter. Et aussi, j'avais pas cette vision-là de quel livre peut performer ou pas. Donc, et puis, je prends un exemple aussi. Il y a un livre où j'ai fait beaucoup de pubs produits, puis il se mettait à fonctionner. Il a même eu le badge best-seller et tout. Et en fait, j'avais pas fait attention. C'est qu'à côté de ça, j'avais pas une pub mot-clé qui fonctionnait bien. Donc finalement, bah, après, avec le recul, je me dis ça aurait quand même pu marcher, je sais pas, parce que je vois que même quand tu es en produit, tu finis par te classer sur des mots-clés. Mais j'avais pas, je pense que j'ai mis trop de budget sur cette pub produit. Et finalement, quand je regardais, après, je voyais, mais il s'est classé nulle part. Donc, j'avais pas beaucoup de chance d'avoir des ventes organiques derrière. Puis ça, c'est une erreur que j'ai faite. Puis pour celui-là, j'ai pas mal dépensé, donc j'ai regretté ça. Donc, c'est ça, c'est vraiment être, ben, voilà, mettre un peu dans le produit, mais mettre aussi dans la pub mots-clés. Et puis, bah, savoir quand il faut s'arrêter et savoir quand il faut mettre le paquet, en fait. Et même après avoir fait toutes ces erreurs, je sais que même en avril, j'avais ressorti un livre aux États-Unis. Et c'est pareil, oui, il fonctionnait parce que des fois, je regarde juste le classement des ventes. Je me dis, si ça se classe bien,
je peux continuer, j'y vais, ça va arriver. Et je sais qu'après, ça peut être le pactole si tu te classes bien. Mais au bout d'un moment, quand tu te dis que la saison est très courte, par exemple pour Pâques, et que tu as mis un gros budget et que finalement, bah, tu as dépensé trois quatre fois plus que ce que ça t'a rapporté, tu vas jamais en fait rentrer dans tes frais et en faire un profit. Donc je pense qu'à un moment donné, j'ai dit stop, je coupe, c'est pas grave. J'ai fait un travail pour rien, mais c'est cette mentalité d'être prêt à dire le 80-20, quoi. Je mets l'accent sur là où ça fonctionne et le reste, je laisse de côté. Parce que sinon, tu peux faire des grosses erreurs et te décourager rapidement, quoi. c'est Ok. c'est mon vécu, en tout cas. Ouais. Ouais. Donc je comprends effectivement, c'est quelque chose qui est difficile à trouver, hein. Au début, on se dit: «Mais, OK», des fois on a peur, on se dit: «Bah, j'ai dépensé de l'argent pendant une semaine» et des fois certains arrêtent. Alors comme tu dis, bah, finalement, si tu aurais continué la pub pendant un mois, 2 mois, ça aurait pris et puis à Mm. contrario, il y a des fois où les personnes, bah, elles vont faire de la pub pendant 2, 3 mois, dépenser beaucoup d'argent et finalement ça servira pas. Ça. Alors moi, les petites techniques que j'ai, déjà, si le BSR, il descend, donc si le livre vend de plus en plus, d'après moi, c'est que c'est positif. Mm. Et le deuxième point, c'est qu'il faut au fil des mois que la cosse il diminue, ta rentabilité, elle augmente. Donc, si le Ouais. premier mois, tu n'es pas rentable, c'est pas grave, mais si le deuxième mois, tu perds moins d'argent, bah, c'est ultra positif. Mhm. Euh, Si dès le premier mois, eh ben, la rentabilité est vraiment mauvaise, que tu as vraiment des accords qui sont vraiment mauvais, là, selon moi, laisse tomber. C'est-à-dire que tu as fait une erreur quelque part. Mhm. Et le dernier point qui va avec, c'est que bah, moi, maintenant, j'évite vachement les niches saisonnières parce que c'est ce que tu disais, en fait. C'est Tu vas ça. vendre beaucoup pendant un moment. Donc, déjà, c'est difficile à bien timer le moment. Et Mhm. puis surtout, après, bah, tu vas arrêter de vendre. Donc, peut-être que tu seras rentré dans tes frais, peut-être pas. Et puis après, il faut attendre un an. Et au Ouais. bout d'un an, ton livre, il a déréférencé et il faut à nouveau faire le travail de publicité. Donc, c'est Ouais. vrai que c'est des niches qui sont pas faciles, les niches Ouais, saisonnières. c'est ça. C'est un point que je voulais soulever aussi parce que je pense que jusque-là, j'ai beaucoup fait de saisonnier, quasiment que du saisonnier. Et là, je me réoriente, bah, avec ton aide, hein, sur voilà, quelque chose qui peut fonctionner toute l'année. Puis je pense que ce sera beaucoup mieux pour ma Mmh. sérénité. Voilà. Je reviens un petit peu sur, globalement ton organisation. Donc tu es encore salarié. Alors tu nous diras peut-être si tu comptes, quitter ton job, si c'est ton objectif peut-être ou peut-être pas, hein. Mhm. Mais surtout ce qui m'intéresse plus, c'est comment tu t'organises parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent, qui me disent: «Bah, voilà, je suis salarié, j'ai une vie de famille et j'ai pas le temps, moi je travaille seulement 2 heures le week-end et c'est pas possible de y arriver». Est-ce que Ouais, toi, tu as des techniques pour ça? Comment tu t'organises? ouais, bah c'est ça, j'ai une vie de famille, j'ai un travail, c'est pas facile. Mais bah, quand on veut, on se donne les moyens quelque part. Puis comment je m'organise? Je pense qu'il y a un truc qui a changé aussi. Bah, à un moment donné, je travaillais aussi le soir, mais c'est pas ma meilleure heure. Et puis, c'est pas le meilleur moment pour la famille. Puis, j'ai commencé à me dire, je vais me lever plus tôt. Donc, je vais me lever à 6h, 5h40. Je suis arrivé à 5h. Même à un moment donné, dans le rush, j'étais à genre 4h, peut-être pas, mais si 4h30, j'ai dû le faire. C'était un peu dur. Mais en fait, finalement, bah, déjà, ça répond plus à mon rythme biologique, je pense. Même si quand même 5 heures, des fois, c'est dur. Mais c'est de se dire, ben, je me lève plus tôt et, puis voilà, je me mets dedans. Puis bon, quand c'est les vacances, c'est encore plus simple parce que j'ai vraiment un temps avant de commencer le travail jusqu'à 8h, 8h30, avant que enfin, les enfants ils se lèvent tranquilles et tout. C'est sûr, quand il y a l'école, c'est différent, j'ai moins de temps. Mais c'est ça, donc en fait, se dire, ben, dès le matin, là, je me lève, je travaille à fond. C'est pas fixe les journées, mais en fait, dans la journée, quand j'ai un creux, je refais du travail parce que j'ai aussi cette possibilité, l'IA, le télétravail, tout ça. Donc, j'arrive à gérer ça pour tout bien faire. Puis, je ne veux pas les délaisser tant que je suis salarié, je veux bien faire mon travail. Mais mon objectif, c'est sûr, c'est de quitter le salariat autant.
aussi rapidement que je peux. J'en suis pas encore là, mais parce que j'attends d'avoir atteint mon objectif, mon salaire et tout. Mais c'est ça. Donc l'idée, c'est que pour moi, c'est de gagner cette liberté de temps et pouvoir. Parce que je pense qu'une fois que tu as plus de temps, bah, tu peux en mettre plus et puis du coup, tu as plus, etc. Mais là, actuellement, je suis entre les deux. Puis c'est ça, mais c'est pas toujours à long terme, ça peut être compliqué à gérer. Ouais. Mmh. Ouais, je Voilà. comprends. Donc, tu utilises la technique que je conseille souvent, alors qui s'adapte peut-être pas à tout le monde, mais je pense que c'est quand même une bonne technique, c'est de travailler le matin, de se lever plus tôt. C'est ce que tu as dit en fait, parce que le soir, bah, on a notre vie de famille et cetera, on a des choses à faire, donc c'est compliqué. Ouais. Si on par exemple, je sais pas si les personnes qui ont des enfants, c'est souvent le cas, on me contacte, me dit: «Ouais, mais moi j'ai des enfants». Mm. Effectivement, ouais, si, tu essaies de travailler, de 18 h à 21 h quand tu es avec les enfants, c'est extrêmement compliqué. Et le matin, ça enlève toutes les problématiques. Ça enlève la problématique du conjoint, ça l'embête pas. Ça enlève la problématique des enfants. Ça Mm. enlève la problématique aussi de notre capacité à travailler parce que le soir, quand on rentre du travail, si on veut travailler à 22 h, on est Mm. fatigué alors que le matin, finalement, bah, on est en bonne forme. Et moi, je me Exact. levais à 4 h en fait, quand j'étais salarié. Je me levais à 4 h pour bosser au moins 2 3 heures le matin et Ouais. heu et atteindre cet objectif, ouais. Mm. Donc ouais, je suis d'accord avec, tout ce que tu as dit. OK. Est-ce que maintenant j'aimerais, retrouver un peu des tips qu'on pourrait donner à une personne, tu vois, qui débute. Donc est-ce que tu as un conseil là à donner à quelqu'un qui débute, qui est débutant? Alors peut-être qui a déjà publié des livres ou peut-être pas publié des livres. Peut-être Mm. une erreur que toi tu as faite ou alors que tu as vue, où tu te dis: «Ça quand on est débutant, faut pas le faire, ça fonctionne pas, faites plutôt Ouais. telle technique». Ok. À quoi j'avais pensé pas mal de choses peut-être dans ce que j'ai dit déjà depuis le début, mais bah, il y a quelque part, il y a ce côté, comme j'ai dit, les livres de coloriage, n'essayez pas, sauf si vraiment il y a un concept innovant, je sais pas. Non, mais c'est ça, d'aller voir quelque chose qui fonctionne à fond. En fait, je veux dire, c'est qu'on pense des fois que c'est simple. Je sais pas si bon, ceux qui connaissent Coco Wayo, on voit les couvertures, on dit c'est bête, c'est un peu des dessins pour enfants, mais c'est des coloriages pour adultes. N'importe qui peut faire ça, c'est simple. Mais en fait, quand on étudie un petit peu, c'est plus complexe que ça, c'est plus subtil. Donc, même leur dessin, il y a toute une approche un peu psychologique, contre l'anxiété, tout ça. Puis leur stratégie sur les réseaux sociaux, ils sont très présents, ils ont toute une image de marque et tout ça. Puis toi, tu arrives, tu penses que parce que tu fais une couverture qui ressemble et des dessins qui ressemblent, ça va fonctionner. Ben, les clients, ils en voient plein, donc pourquoi ils vont te choisir toi? Donc voilà, donc à moins que tu aies vraiment un concept différent, que tu fasses les choses mieux ou aussi bien qu'eux, voilà. Donc ça, c'est une chose, Mmh. mais aussi, euh, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que des fois, je le vois sur la communauté, là, je vois des couvertures qui arrivent, des livres qui arrivent, puis j'ai l'impression que la niche n'est pas bien choisie parce que c'est des fois, moi, j'ai plein d'idées. Je me dis ça pourrait être super, un livre qui fait ceci, cela, ça peut être génial. Et on est tous à avoir plein d'idées. Ça pourrait fonctionner, mais en fait, ben, il y a pas forcément, il n'y a pas les preuves en fait que ça fonctionne. Et donc, soit on est un concept trop perché, soit on est trop en avance, comme tu me dis des fois, soit, je sais pas, c'est trop dans notre tête en fait, on n'a pas assez validé que c'est quelque chose qui peut fonctionner. Puis des fois, je sais qu'il y a une grosse différence aussi quand tu es plus un vrai auteur, je suis pas un vrai auteur, un auteur qui fait des romans et tout ça, c'est tout un sujet à part, donc je ne maîtrise pas. Mais si tu veux ne pas être là-dedans, si tu veux être dans la non-fiction et réussir, je pense qu'il faut vraiment aller chercher bah, l'épreuve, quoi, dans les niches, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que si tu fais quelque chose qui est trop à part, ben, il n'y a pas de demande, il y a peu de chances que ça fonctionne. En fait.
Mmh. C'était un Ouais, en peu. fait, ce que tu identifies là, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement où les personnes, elles se disent: «Bah, j'ai une idée de dingue» et c'est vrai que quand cette idée, on m'en parle, je dis: «Ouais, c'est vrai que moi, je serais intéressé par un livre comme ça». C'est vrai que tu le montres à ton voisin, à ta tante, à ton cousin, Mhm. tout le monde serait intéressé. La problématique, c'est que les gens, ils le recherchent pas parce qu'ils ont pas Mhm. conscience du besoin et nous, on n'est pas une multinationale et du coup, on peut pas investir 500 000 € de budget pub pour que les gens, ils aient conscience de ce besoin C'est et ça. donc ils vont pas le rechercher et ça marchera pas, en fait. Mhm. Parce qu'Amazon, ça reste un moteur de recherche, donc s'ils viennent pas le rechercher, ils le trouveront pas. Mhm. Donc ouais, c'est une erreur effectivement, très fréquente que tu signales là. OK. Merci pour ça. Alors j'ai une dernière question, pour toi avant qu'on se quitte. Ouais. Hem, Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, voudrait réussir sur Amazon KDP, mais qui doute? Qui se dit: «Bah, tiens, c'est peut-être pas possible» et cetera. Est-ce que tu as un conseil, je sais pas, sur le mindset ou autre, Ouais. à partager? Ok. Je dirais, ne lâche pas. Ouais, moi, je prends un peu dans le parcours. Il y a des moments, honnêtement, où j'ai dit, mais franchement, j'en ai marre, je vais laisser tomber, ça va pas fonctionner. Quelque part, j'ai mis beaucoup d'argent dedans, donc je me suis dit, bah, si j'arrête, en même temps, je perds tout. Alors que je suis peut-être à un livre de réussir finalement. Et je pense que c'est avoir cette mentalité-là de se dire, bah, de continuer et même, honnêtement, les échecs ou même les avis négatifs, ça fait mal. Oui, des fois, enfin, il y a plein de choses qui peuvent mal se passer, quoi. Des avis négatifs, ton compte bloqué, ton livre bloqué, je sais pas. Il y a tellement, tellement de choses qui peuvent mal se passer. Et ben, pareil, un livre que tu lances qui fait un flop, tu as dépensé pour rien. Et pour moi, parfois, j'ai 2, 3 jours de déprime quand je vois ça. Puis en fait, après, c'est se dire non, je vais pas me laisser avoir par ça. Là, je vais continuer parce que j'ai un objectif et je veux l'atteindre. Et moi, c'est ça, c'est la persévérance. Je vais pas lâcher, je vais m'acharner jusqu'à trouver le concept, le livre, le truc qui va bien et toujours être dans l'amélioration constante. C'est, je me dis, j'ai pas, même là, mon livre, il a fonctionné, mais je me dis, mais maintenant, je vois tout ce qui n'est pas bon dedans et que je dois améliorer pour la prochaine fois. Et je pense que c'est comme ça qu'on se professionnalise aussi. Donc, mais c'est vraiment cette idée-là de pas lâcher parce que la fameuse phrase trust the process, là, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment un échec, c'est pas un vrai échec, c'est une marche qui va t'amener plus loin, qui va t'amener à la réussite. Et tu sais que la prochaine fois, tu vas plus faire cette erreur. Et puis voilà, moi, c'est le conseil mindset que je donnerais. Top. Je pense que c'est un très bon conseil. Moi, je conseille souvent de ne pas lâcher pendant minimum 1 an. Moins Ouais, d'1 an, c'est très difficile de faire un constat et au bout d'1 an, tu peux faire un constat. Et un autre truc qui m'a, marqué chez toi, effectivement, tu as rien lâché pendant au moins 1 an. Ça fait 1 an maintenant que tu es, à peu près dans la formation. Et il y a un ouais, autre truc qui m'a marqué, c'était que tu étais aussi très assidu, on peut dire. Ça revient un petit peu au même, hein, mais je me rappelle que, bah, depuis le début, tu étais là à m'envoyer des messages, à partager avec la communauté tes petits résultats, etc., tes échecs aussi, partager avec nous, à venir au live, etc. Donc, tu as été ouais. aussi, ouais, tu n'as rien lâché, tu as été très assidu. Et du coup, je suis content aussi pour toi que tu aies eu des très bons résultats comme ça, parce que ça prouve que bah, finalement, on y arrive avec du travail. Ouais, bah, merci pour ton aide parce que c'est aussi ça. Je pense qu'en rejoignant la formation, pour moi, c'était pas seulement, ben ouais, il y a les modules de formation. Et je vais être honnête, j'ai regardé que ceux de pub quasiment, parce qu'il y en a d'autres aussi, j'avais déjà regardé sur YouTube. Mais c'est vraiment là où j'avais un intérêt. Et le reste, pour moi, c'était d'avoir la communauté, et de s'entraider, surtout au début, en fait, finalement. Mais aussi, ben, c'est ça, pour te dire, Jérémy, tu penses quoi de cette niche? Est-ce que ça le fait? Des fois, tu m'as dit oui, mais fais attention. Ah, j'avais pas vu ça. Puis la pub, puis tout ça, puis la couverture. Et ça, c'est quelque chose qui aide vraiment, quoi. Pour moi, c'est là où je regrette vraiment pas d'avoir pris ta formation de ce côté-là, quoi.
Ouais. Yes, génial. Bah, écoute, c'est un bon mot de la fin. Ça Ouais, me c'est va ça. bien. Écoute, merci beaucoup pour ton temps que tu viens de nous consacrer. J'espère que ça aura plu à la communauté. Dites-nous en commentaire, ce que vous pensez du parcours de Ben. Je te souhaite le meilleur, Ben, pour le futur. Oui, Hem pas de et même. je te dis à bientôt. Merci à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Ciao. Au revoir, à bientôt.